Samedi 27 octobre 2012, à la mairie du 2e arrondissement de Paris, le Cercle de la Rupture Congo a organisé la première journée politique congolaise sous la direction de Maître Brice Nzamba. Cette première journée politique congolaise répond à un objectif qui est celui de constituer ou de préparer l'alternative pour le Congo et l'Afrique. C'est une journée qui a connu le concours ou le soutien du parti Europe Écologie Les Verts, et c'est une journée qui a répondu à la problématique de la démocratie au Congo-Brazzaville. En effet, depuis le coup de force sanglant de 1997 par lequel le général Denis Sassou Nguesso a confisqué au peuple congolais sa démocratie naissante durement acquise en 1992 et le nettoyage ethnique qui s'en est suivi, force est de constater que le Congo-Brazzaville est aujourd'hui dans une impasse à la fois politique, sociale et économique. Liberté d'expression bafouée, avocats et journalistes arrêtés dans l'exercice de leur profession, mascarades électorales répétitives, bref, une démocratie tout simplement bridée. En dépit de l'accroissement exponentiel des recettes pétrolières, les inégalités sociales ne font qu'augmenter. Le clan Sassou s'étant lancé dans une compétition familiale d'enrichissement illicite. Et les quelques mesures dites sociales que le pouvoir de Sassou présente au peuple ne sont que l'arbre qui cache mal d'ailleurs la forêt. La population congolaise croule dans la misère la plus sordide. Les systèmes éducatifs et sanitaires sont moribonds, la jeunesse est de plus en plus désœuvrée. Aucune vision économico-industrielle n'est présentée au pays pour la décennie qui vient. Aucun véritable projet de cohésion nationale mis à mal par le régime de Sassou Nguesso. L'exigence morale de tout Congolais, où qu'il se trouve, doit être celle de s'interroger sur les véritables causes de cette impasse et d'œuvrer en vue d'un nouveau Congo uni, fort et prospère. C'est dans cette optique que le Cercle La Rupture Congo a lancé les journées politiques congolaises, dont la première édition vient de se tenir le samedi 27 octobre à Paris. C'est au tour d'éminents orateurs congolais et des élus d'Europe Écologie Les Verts que nous nous sommes attelés à diagnostiquer l'expérience démocratique congolaise et à penser une alternative politique pour l'Afrique à travers un questionnement décliné de la manière suivante. Que retenir essentiellement du passé pour justifier les insuffisances démocratiques de l'Afrique? Quel réalisme sociopolitique nous faut-il pour comprendre l'Afrique, le Congo en particulier, et le monde aujourd'hui? Quels doivent être les défis de la rupture au Congo et comment partager sa nécessité? Comment devons-nous être solidaires des générations futures et comment les préparer à porter le flambeau du nouveau Congo, de l'Afrique de demain, continent d'avenir? C'est à ces questions que nous sommes attelés donc à répondre à travers un débat assez riche en interventions, et je vous invite donc à découvrir les éléments filmés de cette première journée politique congolaise. C'est le sentiment pour les Congolais d'avoir encore ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, un destin commun. Je déclare donc ouvert les travaux de cette première journée du Cercle de la Rupture. Je vous remercie tous pour votre présence et souhaite aux intervenants beaucoup d'inspiration. Je remercie aussi nos amis d'Europe Écologie Les Verts qui nous ont beaucoup aidés dans la réalisation de cette journée et avec qui nous partageons des valeurs communes. Je vous remercie. Asizonda mazatuka na beto bala kwisiza Bwana. Asizonda mazatuka pakaka mafuizo. Asizonda mazatuka na beto bala kwisiza Bwana. Weta mbongo mawonda yandi bukawaya mukuna Kongo. Mama unga bagona yandi bukawaya mukuna Kongo.
Bemba wayenda muzani yandi bakukera kawandiko chuwandele chaka shimakana shoni yandi wakula Kongo Ninga maumbo matsamuka chape Kongo perya kuluka Ninga maumbo matsamuka chape Kongo perya kuluka Ayari bayulamyo unakunyatuka kwa kabasabi Abe batata pasizulu mwini za lusedi Mama walongi lutumubanza mulubanza yinulino Oui, bonjour chers compatriotes. Nous réunissons aujourd'hui, nous savons que c'est pas évident de laisser sa maison, de laisser sa famille, ses occupations pour consacrer du temps au pays. Donc, mon propos va porter sur ce que nous on appelle la rupture, parce qu'il y a sûrement beaucoup de compatriotes qui ont entendu parler du cercle de la rupture et qui peuvent se poser la question, c'est quoi la rupture? Est-ce que la rupture, c'était un peu la thématique que Sarkozy avait lancée dans le cadre de sa politique, envers l'Afrique, ou de quelle rupture on parle lorsque nous disons qu'il est nécessaire qu'au Congo-Brazzaville et même en Afrique qu'il y ait une rupture pour asseoir une nouvelle culture politique. Parce que en fait, pour expliquer tout cela, il faut comprendre un peu l'histoire du Congo-Brazzaville et l'histoire de l'Afrique de façon générale. Parce que il y a déjà mon aîné qui m'a précédé, Tungamani Benjamin, qui a déjà parlé un peu de l'histoire. Mais aujourd'hui, 52 ans après l'indépendance, lorsque nous constatons que nous n'avons encore aucune infrastructure économique de base au Congo en tant que tel, et que nous sommes encore en train de nous poser des questions sur le fait de savoir s'il y a une nation ou pas au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une conscience nationale au Congo-Brazzaville, il est important pour nous, et il est important pour l'élite politique du Congo-Brazzaville, de s'asseoir à un moment donné et de se poser des vraies questions. De se poser des questions, de se dire qu'est-ce qui s'est passé durant ces 52 ans pour que nous ne puissions pas mettre en place des infrastructures économiques de base, puisque là je ne parle que de la base, donc les routes, l'électricité, l'eau potable, l'accès aux soins. Comment cela s'est fait que 52 ans, nos dirigeants sont toujours obligés de voyager, c'est-à-dire de venir en Europe pour venir se faire soigner, parce que à l'intérieur du pays il n'y a pas de structures sanitaires adéquates. Et qu'est-ce qui fait que toutes les richesses que génèrent nos États, je parle du Congo-Brazzaville en particulier, ne profitent pas aux populations. Donc, quand on se pose ces vraies questions-là, il y a une constance. Il y a une constance, c'est que dans un État, c'est la classe politique qui est à la base de l'impulsion d'une nation. C'est la classe politique qui, en fait, draine le reste de la population sur les éléments qu'ils considèrent comme étant nécessaires pour aussi bien le développement économique que pour la constitution d'une conscience nationale. Et quand cette classe politique ne pose pas les vraies questions et ne met pas en avant les vrais sujets de débat pour les rendre concrets, ça fait que le peuple auquel cette classe politique appartient stagne. Et au Congo-Brazzaville, nous en sommes là. Nous en sommes là parce que à l'indépendance déjà, je me rappelle du discours du premier président du Congo-Brazzaville, l'abbé Fulbert Yulu. Ceux qui ont pu lire ces discours constatent que l'abbé Fulbert Yulu remercie la France, remercie le général de Gaulle de cette indépendance et considère que l'œuvre de la colonisation a été bienfaitrice et que finalement le Congo en tant qu'État est un enfant de la République française, donc de la République française, et espère que le Congo va se construire dans un cadre privilégié
de rapport avec la France. Donc, je n'anticipe pas l'intervention que que l'intervenante qui est ici, qui va parler des rapports entre la France et l'Afrique, mais simplement que à ces moments de l'indépendance, les questions auxquelles l'élite politique devait faire face n'ont pas été véritablement posées. Notamment la question de la conscience nationale. Comment faire que des groupes ethniques qui appartenaient avant la colonisation à des organisations politiques différentes, comment faire que ces groupes politiques-là qui se sont retrouvés dans un même espace géographique du fait de la colonisation, comment faire que ces groupes ethniques puissent passer de la conscience de l'ethnie à la conscience de la nation. Donc, ça, c'était à la base une question qui devait être cruciale au moment de l'accession à l'indépendance. Malheureusement, cette question n'a pas été posée. N'a pas été posée. Au contraire, on a vu que l'ethnie a été appelée à la rescousse de l'homme politique. Donc, il y a cette question qui n'a pas été posée. Et il y a la question aussi de comment construire un développement économique organisé. Donc, ce qui s'est passé plutôt, c'est la sécrétion d'une culture politique qui est au pouvoir quasiment, je dirais, sur les 52 ans d'indépendance qu'on a eu, en dehors de la période du président Alphonse Massamba Deba. Je ne pense pas que les Congolais vont me contredire là-dessus. C'est, à mon avis, la seule période au cours de laquelle on a eu vraiment une production, en fait, des unités de production. On a eu des usines. Il y avait un service d'hygiène, il y avait vraiment, comme l'a souligné le doyen Tungamani, il y avait quand même une forme d'éthique dans la gestion du pouvoir, parce que dans la gestion de l'économie, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore les richesses du pétrole, il y avait juste le bois et autres. Avec le peu de budget qu'avait le président Alphonse Massamba Deba, il a pu quand même générer des unités de production qui ont donné du travail aux Congolais et qui ont permis de faire du Congo quand même un modèle au sein de l'ancienne Afrique équatoriale française. Donc, en dehors de cette période-là, toute la période que nous avions connue après l'indépendance nous démontre simplement que les richesses du pétrole, c'est donc le problème que nous avons, ce n'est pas un problème d'argent, puisque l'argent, il y en a. Alors, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'un pays qui draine beaucoup d'argent comme ça ne puisse pas mettre en place des infrastructures économiques de base, ne puisse pas se doter de tous les outils qui peuvent lui permettre de faire face, en tout cas d'émerger en tant qu'un État en quête de puissance sur le plan international. Parce que l'enjeu, c'est celui-là. Il ne s'agit pas seulement d'être un État quelque part à l'Équateur, mais il s'agit véritablement d'une quête de puissance. Parce qu'un État, par principe, c'est un assemblage d'institutions qui visent la puissance sur le plan planétaire. Donc, on voit que il y a une culture politique qui a vu le jour. Cette culture politique se manifeste en fait par des symptômes que nous, au Cercle, on a pris le temps de constater et d'analyser. Et cette culture politique considère l'accession au pouvoir comme étant un moyen d'enrichissement. C'est-à-dire que pour les gens qui portent cette culture politique, ils se disent que le chemin le plus court pour devenir riche sans beaucoup d'efforts, sans produire un travail intellectuel ou manuel, c'est simplement d'être au pouvoir, donc de conquérir le pouvoir. Et une fois qu'on est au pouvoir, tout l'argent que génère la production du pétrole ou encore la vente des matières premières sert en fait à gonfler ses comptes bancaires à l'étranger. Donc c'est dans cette culture politique, la recherche du pouvoir ou l'exercice du pouvoir n'est plus un art pour élever le niveau de vie et de conscience des citoyens, c'est plutôt un moyen de s'enrichir. Et ça, on le voit au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, quand les gens ont envie de se faire beaucoup d'argent, bon, ils font de la politique. Les gens ne font pas de la politique parce que ils portent les idées, parce que les alliances au Congo-Brazzaville ou les partis politiques
ne portent pas d'idéologie de façon générale. On n'a pas une idéologie, par exemple, où on va dire que moi je suis pour la conservation des valeurs traditionnelles, comme l'a souligné mon prédécesseur, parce que c'est une manière de faire de la politique et de mettre en avant certaines idées. Mais ce qui importe d'ailleurs dans la définition qu'on nous donne des partis politiques, hein, que donnait Maurice Oriou, c'est un parti politique, c'est fait avant tout pour conquérir le pouvoir. C'est tout ce qu'on nous dit. On ne nous dit pas qu'un parti politique conquiert le pouvoir pour pouvoir réaliser sa vision politique, pour pouvoir concrétiser la vision politique qu'il porte au sein de la société dans laquelle il se trouve. On ne nous dit pas ça. On s'arrête simplement à nous dire que c'est conquérir le pouvoir. Donc c'est déjà un peu symptomatique de cette culture politique-là dans son rapport avec la politique. Donc c'est un peu ça. Et l'autre symptôme, c'est pas seulement de s'enrichir considérablement en arrivant au pouvoir, c'est aussi pour accéder au pouvoir, on est prêt à tout. C'est-à-dire que la violence, hein, la violence, en tout cas au Congo-Brazzaville, nous avons un héritage de violence. On a un héritage de violence qui date depuis 1959 avec la première guerre civile qu'on a eue, qui a opposé, comme l'a souligné mon prédécesseur, les partisans de Pangolf et les partisans de Fulbert Youlou. Et de cet héritage de violence, on a vu ça, hein, et ce qui fait que au Congo-Brazzaville, on n'a jamais eu une alternance politique apaisée, hein, sauf même au temps de Youlou, ce n'était pas apaisé parce qu'il a fallu que les gens manifestent, que les gens aillent tasser les maisons de certains dignitaires pour qu'au final le président Youlou puisse céder. Donc on a cette tendance-là à accéder au pouvoir et à exercer le pouvoir par la violence. Donc on s'est dit que la seule manière de rester au pouvoir, il faut avoir soit une milice, et c'est souvent le cas depuis Massamba Deba, hein, depuis déjà le MNR, il y avait déjà une milice qui existait, et ce qui fait que on veut accéder au pouvoir pour s'enrichir et par tous les moyens, y compris par la violence. Donc cette culture politique n'a pas en fait une considération de la vie humaine où il s'est dit que bon, il faut quand même essayer de mettre en place des mécanismes qui peuvent permettre une alternance au pouvoir sans qu'on passe par la violence. Et ce n'est pas dans la logique de cette culture politique parce que au Congo-Brazzaville, il y a eu des slogans. Hein. On a des slogans au Congo-Brazzaville où on nous dit que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Hein. Bon. Et ça, les Congolais les ont tellement incorporés qu'ils ne peuvent pas imaginer un instant qu'il y ait une alternance politique sans violence. Il y a ça, et puis il y a aussi le slogan où on nous dit que le pouvoir c'est tout au bout du fusil. C'est ça. Donc, ce sont des slogans qu'on peut prendre à la légère comme ça, mais qui sont symptomatiques de la culture politique qui est au pouvoir actuellement au Brazzaville. Et ce n'est pas seulement au niveau du pouvoir, hein, on peut, parce que moi je vois bien beaucoup de gens qui disent qu'il faut renverser, Sassou Nguesso, c'est bien, mais on va le renverser pour mettre qui à la place. Est-ce que si ce sont les mêmes personnes qui portent la même culture politique et qui vont venir au pouvoir, nous aurons les mêmes résultats. Parce qu'on l'a vu, même au temps de la conférence nationale, qui était vraiment une période où c'est la seule période de notre histoire où il y a eu un consensus historique véritable, hein, où toutes les forces vives de la nation ont été d'accord pour pouvoir faire le bilan des années du monopartisme et puis de concevoir ensemble les nouvelles institutions qui devaient organiser l'État. Mais à la sortie de cette conférence nationale, alors que tout le monde avait décrié le tribalisme, tout le monde avait décrié le tribalisme, l'enrichissement illicite, tout le monde l'a décrié. Mais quand on est sorti de cette conférence nationale, ce qu'on a constaté, c'est que les mêmes mots qu'on a décriés lors de la conférence nationale, ce sont les mêmes mots qui ont été pratiqués. On a retrouvé toujours l'utilisation de l'ethnie à des fins politiques. Donc, on forme une base ethnique et on va l'appuyer du pouvoir avec sa base ethnique. On a vu les partis politiques issus de la conférence nationale se sont constitués sur des bases ethniques. Hein, on a eu l'UPADES avec le Grand Niari, le RDPS avec le Pilou, le PCT avec le Nord, le RDD
considéré comme le parti des couillous. Donc c'est une, et on en arrive aux vraies questions, c'est-à-dire que comment faire en sorte qu'on puisse vivre une véritable démocratie. Dans une véritable démocratie, peut-être que le terme c'est pas tellement ça, mais ce que je veux dire, c'est que comment est-ce qu'on peut arriver à assainir l'espace politique congolais en mettant en avant la lutte des idées, parce que le combat politique à la base c'est ça, c'est une confrontation d'idées. Moi je viens par exemple, j'entends les propositions de mon frère et ami Kovanen Chibinda qui nous dit qu'il faut procéder par la présidence tournante. Je n'ai pas besoin de constituer une milice privée pour m'opposer à ce qu'il dit. Donc il faut qu'on en débatte. Moi, je vais lui dire que moi, je pense que pour pouvoir en finir avec le tribalisme au Congo, il y a d'autres mécanismes qu'il faut mettre en jeu. Et on va débattre et on va soumettre nos propositions à la population, et c'est la population qui décide. Donc c'est comment quand on constate qu'à la sortie de la conférence nationale, c'est les mêmes mots qui reviennent, donc on constate que c'est une affaire de culture politique. Ce n'est pas une question de génération. Moi, je vois même des gens qui disent que oui, la génération, mais quand on parle de génération, c'est pas seulement biologique. Il y a aussi une génération d'idées. Hein. On peut être la même génération d'idées, c'est-à-dire que quand moi je vois il y a des aînés qui se reconnaissent comme marxistes, ils sont de cette génération d'idées. Donc, quand l'idéologie marxiste a pu éclore, en ce moment-là, eux, ils sont entrés en politique avec ces idées-là. C'est un peu une génération d'idées. Donc, il y a de ça, ce qui fait que cette culture politique, elle n'est pas seulement l'apanage de nos aînés, comme on peut dire, oui, ce sont les anciens, ce sont les mêmes qu'on voit depuis qu'on est à l'école primaire, mais cette culture politique, on peut la retrouver aussi au sein des jeunes qui sont aujourd'hui en train de s'engager en politique et qui considèrent toujours que l'ethnie doit être une norme, en fait, une sorte d'indicateur politique. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas tenir compte de l'ethnie, hein, entendons-nous bien. Parce que pour nous, l'ethnie, c'est une manifestation culturelle. C'est une manifestation culturelle et qui nous permet d'être au plus près de nos langues, de nos folklores et de nos coutumes. Donc, pour ça, ça ne pose aucun problème. Mais ce que nous voulons poser comme principe, c'est que il faut distinguer le politique du culturel, même si souvent c'est mêlé. On pourra nous dire ça que souvent c'est mêlé. Et cette culture politique, elle est au pouvoir aujourd'hui, elle est aussi à l'opposition, parce qu'il faut le dire. Hein, moi, il y a des gens qui font l'opposition au Congo-Brazzaville, et que quand je constate que ce sont les mêmes personnes, par exemple, qui n'ont pas hésité à soutenir le coup d'État de M. Sassou Nguesso pour renverser des institutions qui étaient quand même issues d'une constitution qui faisait quand même le consensus, qui était issu d'un consensus national historique. La seule fois que le peuple congolais a pu décider d'une constitution sur la base d'un consensus national historique, il y a eu quand même ces hommes politiques qui ont soutenu ces coups d'État. Alors, moi je me dis, les mêmes hommes politiques aujourd'hui viennent nous parler de démocratie, je me dis, mais où sont les repères? Comment peut-on penser construire une nation, faire de la politique sans avoir des repères? Dans tous les États qui se respectent ou qui se disent civilisés, les repères sont importants, les repères politiques sont importants. Et aujourd'hui, un homme politique en France ne peut pas s'élever, quelle que soit sa popularité, pour venir dire je mobilise l'armée et puis on va changer la constitution comme ça. Il faut que... Non, nous, quand nous parlons de rupture, nous considérons qu'aujourd'hui, il est nécessaire et crucial parce que le problème que nous sommes en train de poser ou de voir pour le Congo-Brazzaville, on peut retrouver le même problème en Côte d'Ivoire, on peut retrouver le même problème au Gabon, on peut retrouver le même problème partout en Afrique. Parce que en Afrique, les hommes politiques en général veulent accéder au pouvoir pour s'enrichir, ils se fondent sur leur ethnie et ils accèdent au pouvoir souvent par la violence, et quand ils accèdent au pouvoir par la violence, ils conservent le pouvoir souvent aussi par la violence, donc la terreur, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Donc nous sommes à ce stade-là, et donc nous, quand nous parlons de rupture, nous voulons en fait initier une rupture avec cette culture politique-là. Donc nous, notre combat, ce n'est pas si nous luttons contre le régime politique en place, et si nous luttons contre le régime politique en place, ce n'est pas, c'est parce que nous estimons que le régime politique en place est la forme la plus achevée de cette culture politique-là. Parce que comme c'est eux qui sont au pouvoir,
Ils ont donc tous les outils de l'État et ils exacerbent toutes les tensions que nous avons en société. Par exemple, le problème du tribalisme aujourd'hui il est exacerbé et le clivage entre le Nord et le Sud est devenu aujourd'hui très important. Parce que vous avez par exemple au niveau des généraux de l'armée, sur 43 généraux, vous avez 33 qui sont issus du Nord et 25 de la seule région de M. Sassou. Donc c'est quand même des vrais problèmes qui se posent à nous quand on veut parler d'une armée nationale ou d'une armée républicaine. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de rupture, nous voulons rompre avec cette culture politique pour renouer avec les valeurs de ceux qui se sont levés pour notre indépendance. Moi, quand nous parlons de ceux qui sont levés pour notre indépendance, nous voulons parler de Matsoa, nous voulons parler de Boita Mbongo, nous voulons parler de Charles Kibangou et de Congo-Wara qui se sont levés à l'époque de la colonisation, portés par certaines valeurs. Et ces hommes-là, ce sont nos ancêtres. Et nous devons nous identifier aux valeurs auxquelles ils s'identifiaient à leur époque. Ce sont des gens qui avaient le sens de la dignité. Ce sont des gens qui avaient le sens de la justice et de la liberté. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous engager en politique en faisant économie de ces ancêtres-là. Et je reviens même à ce que disait Ernest Reynaud dans Qu'est-ce qu'une nation? Si nous voulons construire une nation au Congo-Brazzaville, il faut que nous ayons, parce qu'une nation, ce n'est pas seulement le fait de parler une même langue, hein. C'est pas ça qui est le critère qui peut façonner une nation. Il faut avoir des ancêtres glorieux communs, et puis avoir la volonté de vivre ensemble et de construire un avenir commun. Il faut avoir ces deux éléments. Juste pour dire